Bien, donc pour juste démarrer, je vais rappeler le sujet. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la thématique agriculture numérique, puisque cette série de webinaires qui se fait en lien avec l'ACTA, mais aussi avec deux groupes interétablissements membres d'Agrénium, hein, établissements de recherche et d'enseignement supérieur, et qui ont pour objectif de montrer comment recherche, formation et développement travaillent ensemble pour accentuer les impacts des recherches et des innovations. Et donc, c'est le thème aujourd'hui, c'est un thème d'agriculture numérique aujourd'hui et particulièrement de production animale, puisque aujourd'hui, on va parler d'imagerie 3D au service de la recherche de nouveaux phénotypes d'intérêt en production animale. Et donc, je remercie nos trois intervenants. Yannick Lecolzer, qui est professeur à l'Institut Agro Campus Ouest, Yvonique Rousselière, qui est ingénieur à l'Institut de la filière porcine, et Sébastien Marie, qui est directeur adjoint et enseignant de zootechnie au lycée agricole de La Touche, dans le Morbihan. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Yannick, qui peut installer sa présentation. Et donc, je laisse la parole à nos trois intervenants, sachant qu'on pourra ensuite vous pourrez poser les questions au fil du webinaire. Alors, avant qu'il démarre, je voulais juste vous préciser que vous avez deux façons d'interagir avec nous et surtout avec les intervenants. Donc, avec nous, vous avez le petit bouton de chat qui permet à la fois de dire bonjour, je dirai bonjour tout à l'heure pour les derniers arrivants, mais donc vous pouvez intervenir ici c'est un fil de discussion, donc soit pour discuter, soit pour poser des questions, mais plutôt de type technique, hein, si vous avez un problème de son ou autre. Et sinon, pour les questions sur le sujet, il faut absolument que vous posiez vos questions dans le bouton Q&R, parce que ça permet de suivre les différentes questions, et c'est à partir de ce bouton-là qu'on répondra à vos différentes questions à la suite des interventions. Donc, merci à nos trois intervenants, et Yannick, tu as la parole. Très bien, merci Philippe, bonjour à tous. Donc, moi, je vais introduire un peu le sujet sur l'imagerie 3D au service de la recherche de nouveaux phénotypes d'intérêt en production animale. Donc, cette thématique de recherche, elle est développée depuis plusieurs années au sein de notre unité, mais elle fait l'objet d'une nombreuse collaboration au sein de l'INRAE, l'Institut Agro, avec l'Institut d'élevage, une entreprise très impliquée, une petite start-up à l'origine, 3D West à Lannion, et un partenaire de plus en plus important pour nous, qui est Agroscope en Suisse. Donc, c'est pour ça que vous voyez autant de noms qui m'ont aidé à préparer finalement cet exposé. Alors, voilà. Donc, le développement technologique en production animale et surtout en production laitière, il est important depuis une vingtaine d'années au moins. L'exemple le plus connu, c'est le robot de traite, et c'est sans doute aussi le plus médiatisé à ce jour. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, une installation neuve sur deux environ, c'est un robot de traite. Et là, vous voyez les évolutions. Alors, la courbe s'arrête en 2015 du nombre de robots de traite qui a explosé, on va dire, depuis les années 2007-2008, avec un nombre très important de robots installés aujourd'hui. La robotique, ce n'est pas simplement que le robot de traite, puisqu'on va trouver chez un certain nombre d'agriculteurs également d'autres types de robots, des robots d'alimentation, là un peu moins fréquents, mais il y en a plus d'une centaine maintenant en France. Un robot pousse-fourrage. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués au monde de l'élevage bovin, c'est vrai que lorsqu'on fait une distribution de fourrage aux vaches, elles ont tendance à le pousser en avant de leur cornalis. Et donc, régulièrement, l'agriculteur doit repousser le fourrage pour le remettre accessible à ses animaux. C'est une corvée et ce robot facilite bien la tâche. On a d'autres types de robots pour, par exemple, racler les calibotis dans un certain nombre d'élevages. Et puis, je l'ai mis dans la catégorie robots, mais c'est discutable. Ce sont des robots qui vont pouvoir analyser directement les hormones du lait. Alors, ces hormones du lait, c'est quoi? C'est la progestérone notamment, qui va permettre de suivre l'apparition des chaleurs chez les vaches et pouvoir déterminer les moments optimums de mise à la reproduction. Donc, la robotique, c'était une offre qui se diversifie, mais aujourd'hui, en élevage, il n'y a pas que la robotique. En même temps, se sont développés beaucoup de capteurs.
Alors, les capteurs sur les vaches, aujourd'hui, je vais prendre cet exemple-là, on peut mesurer énormément de choses. On peut mesurer, par exemple, ses contractions abdominales, on peut mesurer sa température, son pH, son activité physique aujourd'hui également. La posture, la composition du lait aussi avec certains capteurs, et puis des capteurs au niveau vaginal ou au niveau de la queue pour le suivi de reproduction et le moment de mise bas. Quelques autres capteurs dont on va parler tout à l'heure un peu plus précisément avec l'utilisation d'imagerie 3D, c'est par exemple des capteurs capables de mesurer la note d'état corporel des animaux. Alors, les robots, les capteurs, c'est bien, mais on n'a pas attendu ces technologies pour faire du suivi et précis en élevage. Parce qu'en élevage, pour suivre nos animaux, on a beaucoup d'indicateurs d'intérêt et certains d'entre eux, bien, ils peuvent être analysés en laboratoire. On peut faire des prélèvements sanguins. On peut avoir un suivi, par exemple, de la qualité des laits au niveau du laboratoire, teneur en protéines, teneur en matières grasses, composition en cellules, par exemple. Certains indicateurs, parfois, lorsqu'on veut avoir accès à certaines informations, sont invasifs. Alors, c'est plutôt utilisé dans le domaine de la recherche. On va faire des prélèvements d'adipocytes. Ou dans les cas extrêmes, c'est des indicateurs sur les carcasses des animaux morts. Enfin, on peut aussi les mesurer. On peut les mesurer sur des animaux avec des choses assez classiques, comme le poids vif, le tour de poitrine, la hauteur au garrot. Mais également, on peut les estimer avec, par exemple, des notations visuelles pour la note d'état corporel ou, par exemple, des qualités des aplombs, c'est ce qu'on appelle le pointage. Donc, toutes ces mesures, le poids, la note d'état corporel, la mensuration de la surface, souvent, elles sont difficiles à mettre en œuvre. Difficiles à mettre en œuvre parce que ce sont des animaux qui sont de gros gabarits. Une vache, c'est 700-800 kilos pour les plus lourdes d'entre elles. Ce sont des méthodes coûteuses, tant en temps qu'en matériel, et c'est difficile de multiplier le nombre de mesures. Et pour certaines d'entre elles, comme la note d'état corporel et le pointage, ce sont des méthodes subjectives. Et derrière tout ça, il ne faut pas l'oublier, il y a un danger lorsqu'on manipule ces animaux, même si ce sont des vaches laitières, même si elles sont habituées à être manipulées tous les jours, eh bien, il y a des risques d'accident. Donc, progressivement, s'est développée l'idée qu'on pouvait peut-être remplacer une partie de ces mesures, la totalité peut-être pas à ce jour encore, mais en tout cas, on y réfléchit, par une autre solution qui est l'imagerie 3D. Alors, l'imagerie 3D, c'est quoi? C'est tout simplement un système d'acquisition qui va nous permettre d'avoir une scène, un objet de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est non intrusif. Dans notre cas, on va avoir l'enveloppe externe de l'animal, donc visible à l'œil nu. Alors, il existe de multiples formats de sortie. On a les cartes de disparité, de profondeur. Je parlerai tout à l'heure, je vous montrerai un exemple. On peut aussi avoir des nuages de points. Et pour ce faire, ou des mèches, bref, c'est des petits détails, on a différents types de capteurs. Et les premiers capteurs qu'on a utilisés sur nos animaux sont issus souvent du monde du jeu vidéo, avec notamment l'utilisation de la Kinect, que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur de jeux vidéo, développée par Microsoft il y a quelques années. La Kinect 1, première technologie, la Kinect 2, deuxième technologie, et puis aujourd'hui, on a des nouveaux capteurs. Donc, je vais vous présenter quelques exemples. Avant de vous parler d'applications plus en détail sur lesquelles nous, on a travaillé, sachez qu'aujourd'hui, l'imagerie, on peut l'utiliser et on l'utilise dans certaines applications en élevage. On peut regarder ainsi le comportement des animaux et avoir des budgets de temps, par exemple dans une stabulation, ou si elles sont couchées, debout, etc. On a des outils aujourd'hui capables de faire de la reconnaissance faciale sur animaux, donc à l'auge, directement sur nos vaches, mais Yvonique vous en parlera tout à l'heure dans un autre exposé sur le porc, c'est aussi utilisé. On peut détecter des anomalies de la marche ou de la façon dont les animaux vont poser leurs pieds, donc ce sont des anomalies de boiterie. Enfin, on a aussi des choses qui sont plus en amont en termes de recherche encore, c'est mesurer l'état d'inconscience des animaux à l'abattoir à partir de ce type de caméra. Moi, je vais vous parler plus précisément d'une application qu'on utilise et qui offre de réelles perspectives d'intérêt, tant sur l'aspect recherche qu'au niveau des élevages commerciaux. Ce sont l'imagerie 3D, utilisée soit pour la note d'état corporel, donc une partie de l'animal, soit pour l'animal en entier. Alors aujourd'hui, il existe des systèmes commercialisés
une entreprise qui s'appelle Delaval utilise un outil, par exemple, qu'on peut mettre en sortie de salle de traite et on va pouvoir avoir l'estimation de ce qu'on va appeler la note d'état corporel, donc l'état d'engraissement quelque part et l'état de réserve de nos animaux. Mais on a aussi des systèmes mobiles qui ont été commercialisés, qui sont toujours commercialisés par certaines entreprises et on va pouvoir ainsi aussi avoir une idée de la note d'état corporel des animaux. Une des difficultés, quelque part, c'est que ce sont des mesures souvent ponctuelles lorsqu'on est, par exemple, sur des systèmes mobiles, parce qu'on ne peut pas passer tous les jours sur toutes les vaches lorsqu'on a des grands troupeaux, ou même au niveau des caméras fixes. Ce qui va se poser comme question derrière, c'est la valorisation et l'utilisation de ces données. Donc, pour ce faire, nous avons travaillé, nous, au niveau de l'unité, depuis quelques années, sur un système d'acquisition d'imagerie de la note d'état corporel en 3D. Alors, sur le côté gauche, vous voyez ici, il y a une vache en sortie de salle de traite dans un couloir. Et on avait un premier dispositif, une caméra, qui permettait d'avoir ici l'arrière d'une vache et de donner une note d'état à cet animal. Alors, volontairement, ici, j'ai pris un animal maigre. On voit bien le niveau de détail qu'on peut voir, puisqu'on va voir beaucoup des os apparents sur l'animal. Ce système était intéressant, mais nécessitait que l'animal soit immobile, et ce qui pose un certain nombre de problèmes dans un élevage commercial. On a développé un deuxième système qui est alors sur le côté droit, aussi au niveau du roto de traite. Donc ici, vous avez un roto qui est en place à la station INRA de Méjussom. Et donc, on a utilisé un autre dispositif avec un autre type de caméra en one shot, c'est-à-dire qu'on ne prend qu'une seule image, alors qu'à gauche, c'était un dispositif qui prenait beaucoup d'images pour pouvoir reconstruire une image de qualité. Là, on a fait le choix, quelque part, d'avoir une image de moins bonne qualité. C'est celle que vous avez à droite, qui paraît plus rugueuse que celle de gauche, mais qui est largement suffisante, à notre avis, pour l'objectif qui est de fixer notre note d'état corporel. Donc, il a fallu faire un certain nombre d'adaptations. Les images ont été collectées, les analyses sont en cours, et juste pour vous montrer quelques possibilités, peut-être dans les années à venir, vous avez ici l'évolution de la note d'état corporel d'une vache qui varie entre 1,8 et 2,6, c'est-à-dire qu'on a une valeur ici, une évolution qui est très fine, puisque jusqu'à présent, nos notations par des notateurs, des expérimentateurs, on était plutôt de 0,5 points en moyenne. On passait de 1,5 à 2, de 2 à 2,5, etc. Et quand on était vraiment très bon, on arrivait à faire un quart de point. Oui, ici, on arrive quand même à une définition qui est très, très, très fine, avec des difficultés. Ici, ce sont des vaches qui passent 2 fois par jour à la traite, donc 2 mesures par jour. On a les points rouges qui sont des outliers, donc des points qui sont un peu aberrants. Et donc, il a fallu mettre au point quelques méthodes de lissage qui nous permettent d'avoir une courbe de note d'état corporel relativement intéressante. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la note d'état corporel qu'on pouvait faire de manière ponctuelle. Elle a un intérêt, elle donne l'état d'engraissement du troupeau. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de superposer sur la courbe du bas la note d'état corporel, finalement, a un bilan énergétique cumulé en UFL de la vache. C'est-à-dire qu'on a une idée précise, quasiment au jour le jour, de ce qui se passe au niveau de ce bilan, rien qu'en mesurant les notes d'état corporel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant lorsqu'on va s'intéresser notamment à l'alimentation et le statut métabolique des vaches, puisque ça va nous permettre de déterminer très rapidement les déficits et éventuellement de mettre quasiment au jour le jour des mesures correctives en place. Il y a un autre dispositif qu'on a mis en point, c'est un dispositif qui permet d'avoir l'animal, cette fois-ci, en 3D, tout en entier. Donc, on a mis au point un dispositif qui ressemble un peu à un scanner de lavage, comme quand vous passez votre voiture. Donc, vous voyez, c'est un dispositif sur un portique où on a 5 couples caméras laser qui sont disposés tout autour du portique. Le portique avance, vous l'avez vu, on peut prendre l'image de la vache, caméra par caméra, et puis, comme vous le voyez sur le petit film, on va reconstruire notre vache en 3 dimensions. Donc là, on a un nuage de points qui nous demande un peu de temps de reconstruction. Pour obtenir ce nuage de points, il faut environ à peine 2 minutes au niveau de l'installation. Puis ensuite, on va travailler avec un logiciel qui a été développé par l'entreprise 3D West, qui s'appelle Metrux, et qui va nous permettre d'éliminer toutes les parties qu'on ne veut pas garder, comme par exemple les câbles, comme vous le voyez là sur le film, câbles qu'on utilise finalement pour maintenir l'animal dans une certaine direction, qu'elle ne bouge pas trop.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on va reconstruire notre image avec une construction dite de construction de poisson, c'est-à-dire qu'on va boucher tous les trous, quelque part, qu'il y a entre tous ces petits points. Et la vache reconstruite, la voilà, par exemple, une des toutes premières vaches qu'on avait fait, avec bien sûr quelques anomalies. Vous voyez au niveau de la queue, par exemple, tout simplement parce qu'il nous manque une caméra derrière. Mais ça, on le maîtrise, on sait pourquoi. L'image, par exemple, vous l'avez aussi à gauche, de l'animal reconstruit. À partir de là, directement sur l'animal en 3D, eh bien, les mesures qui nous posaient problème, pour des problèmes de sécurité, par exemple la hauteur au garrot, là, vous l'avez, le tour de poitrine, eh bien, on va pouvoir les faire directement sur l'animal et cette fois-ci éviter tous les coups de pied, les coups de tête et tous les risques d'accidents qui sont relativement fréquents quand on fait ce type de mesures. À quoi ça sert? Eh bien, faire les mesures, comme je vous ai dit, qu'on faisait précédemment, la hauteur au garrot, par exemple, la tour de poitrine, mais aussi faire des nouvelles mesures difficilement accessibles aujourd'hui, comme par exemple la surface de l'animal qu'on utilise en alimentation dans nos calculs, puisque c'est quelque chose de très important pour estimer les besoins d'entretien chez la vache. Et puis, on va pouvoir aussi faire de nouvelles mesures dont on n'avait pas accès aujourd'hui, par exemple, la largeur diagonale des vaches. On va pouvoir calculer des volumes et des surfaces. Donc, par exemple, pour une vache Holstein aujourd'hui, vous voyez, on arrive à déterminer son volume, 0,76 m3, pour une vache d'environ 700 kg, une surface de 6,8 m² qu'on utilise pour les besoins. Pour aller plus loin, on peut aussi se passer maintenant de la bascule. On n'a plus besoin de peser les animaux. Vous voyez ici, dans les travaux qu'on a réalisés, on a calculé le volume des vaches et on peut déterminer le poids vif. Et dans nos modèles, lorsqu'on ne prend pas en compte l'effet vache, on a une erreur d'environ 25 kg. Et en prenant l'effet vache, l'effet individuel, vous voyez, c'est les différentes petites courbes de couleur, eh bien, vous voyez qu'on arrive à améliorer notre estimation de 14 kg. Donc, on peut faire des mesures de poids, de volume. On peut suivre ainsi pendant plusieurs lactations le poids, la surface, le volume. Alors, jusqu'à présent, on savait que les vaches prenaient du poids, mais ce qu'on s'aperçoit également, c'est qu'elles prennent de la surface. Cette surface, je vous ai dit, elle était importante pour les calculs des besoins d'entretien. Or, dans la plupart de nos systèmes d'alimentation, les besoins d'entretien, on estime qu'ils sont constants à partir de la deuxième lactation. Or, ici, on voit qu'il y a une légère augmentation de la surface, donc ce n'est pas tout à fait correct. Faudra-t-il le modifier? Bien, on verra plus tard, dans quelques années. Autre possibilité qu'on peut faire aujourd'hui, c'est estimer, par exemple, le contenu de notre humaine. À partir d'une image 3D, on peut couper, entre guillemets, la vache, alors cette fois-ci, c'est en virtuel, bien sûr, pour avoir cette partie de volume qu'on a déterminée, nous, entre deux plans. Et vous voyez qu'on a une équation qui, finalement, a un R2 de 0,96. C'est pas si mal que ça, et ces résultats seront présentés prochainement aux prochaines éditions des rencontres recherche combinant les 3 R. Alors, on peut aller plus loin pour montrer encore les applications. Il y en a beaucoup qui se mettent en place. On a un travail qui est en collaboration avec nos collègues d'Agroscope en Suisse, où un deuxième portique, le même que vous avez vu précédemment, a été installé. Et là, il va s'agir d'établir des relations entre la carcasse, enfin l'image, les carcasses, les analyses chimiques et des analyses par d'autres outils qui permettent de déterminer la composition des animaux par rayon X. Et on a un proxy qu'on essaye aussi d'utiliser, c'est la 11e côte. Donc ça, c'est en cours de développement. On verra si les résultats sont intéressants, prometteurs. La thèse a démarré il y a environ 1 an. Et pour terminer, ouvrir un peu plus encore, pour montrer les perspectives, eh bien, sachez qu'on a des travaux qui commencent aussi à se mettre en place, à réfléchir sur les chevaux. Donc là, vous voyez, c'est un cheval qui est passé justement sur le dispositif d'Agroscope en Suisse, où on peut avoir l'animal en 3D, faire un certain nombre de mesures, caractériser, faire de la morphologie de ces chevaux. Mais un des projets, c'est de pouvoir suivre aussi l'état, par exemple, d'engraissement des juments pendant leur gestation. Dans les perspectives qui sont un peu plus proches également, ce dispositif d'analyse en images instantanées, que je vous ai appelé tout à l'heure le one-shot, il a été développé aussi pour l'utilisation chez les ovins, avec la possibilité de noter également les moutons. Alors, bien sûr, ici, on se retrouve à une difficulté qui va être la taille de la toison. Il faut que les animaux soient tondus. Donc là, mais vous avez la qualité d'une image sur la droite. Il manque la tête simplement. Vous voyez à quoi ça peut ressembler. Et puis, comme on a quelques soucis liés au mouvement des animaux,
chaque fois que les animaux bougent, l'image à reconstruire est de moins bonne qualité. On a décidé de passer à une nouvelle technologie aujourd'hui, utilise un couple aussi toujours caméra laser avec des analyses de profondeur. Et vous voyez sur le dispositif, on a 15 caméras maintenant qui nous prennent l'animal de chaque côté. On a 15 images ici sur l'ordinateur au milieu pour reconstruire une vache en 3 dimensions, et cette fois-ci à haut débit, puisque théoriquement, il n'y aurait plus besoin de bloquer les vaches, de les arrêter, et on pourrait passer le troupeau de Méjusaume, d'une 150 vaches à peu près, en 2 heures à peu près le matin pour pouvoir le faire. Donc ça ouvre des perspectives qui seront testées cet hiver. Donc je vais laisser la place pour parler un petit peu du porc, pour illustrer aussi ces approches avec Yvonique, mais juste pour vous montrer aussi l'intérêt que ça pouvait avoir. Nos collègues d'Agroscope ont fait une journée science ouverte au public et puis se sont amusés à prendre comme ça différents animaux. Donc vous voyez, là j'ai mis simplement le volume d'une vache cimentale, d'un âne, donc ici, d'un veau à 5 mois et d'une chèvre. Puis j'ai mis Caroline. Caroline, je n'avais pas mis son volume. Ce sera éventuellement tout à l'heure, pendant les réponses, je vous donnerai le volume de Caroline. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle ne m'en voudra pas. Donc, merci. Et puis, Yvonique, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup, Yannick. Donc, effectivement, on va pouvoir maintenant parler du porc avec Yvonique. Peut-être juste dans le chat, il y a Michel Dupré qui dit que pour le cheval, il y a des travaux très avancés en médecine vétérinaire pour ce qui concerne la marche, l'étude de la marche, je pense, des chevaux. Donc, je ne sais pas, Yannick, si tu connais ces travaux. Je ne suis pas, en fait, moi je ne suis pas très, très au courant de ce qui se passe sur le cheval. On a simplement pu tester le cheval, ton dispositif à Posieux. Notre objectif n'est pas sur la marche en tant que telle, parce qu'il nous faudrait un dispositif dynamique. Alors le deuxième, en one shot, je pense qu'il pourra peut-être le faire. Sur le premier dispositif, c'était surtout de caractériser et voir s'il y avait un intérêt. Ce qu'on fait sur la marche chez les vaches, par contre, on est capable aujourd'hui effectivement d'analyser la marche et de voir, par exemple, détecter des boiteries ou des anomalies liées à certaines qualités, on va dire des aplombs, qui pourraient demain rentrer dans la sélection. Voilà, il a confirmé. C'est bien pour l'étude des boiteries. Ouais, donc, Yvonique, tu as la parole. Très bien. Merci pour l'introduction. Et donc, moi, je vais m'attarder sur la présentation d'applicatifs pour la production porcine. Donc, je ne vais pas revenir sur le contexte que Yannick vous a présenté juste avant, sur pourquoi l'imagerie est arrivée en production animale, parce que finalement, le contexte que Yannick vous a présenté, il est tout à fait adapté aussi à la production porcine. Moi, je vais m'attarder sur 2 exemples d'applicatifs qui ont été conduits sur la station expérimentale de l'IFIP positionnée à Romillet, au nord-ouest de Rennes, dans laquelle donc, vous avez une vue du ciel juste ici, dans laquelle on est venu tester 2 types de technologies. La première, ça va être la pesée 3D d'animaux sans contention, dans le but d'obtenir leur poids. Le deuxième, ça va être le suivi du niveau d'activité des porcelets sur un stade physiologique qu'on appelle du post-sevrage, c'est-à-dire sur des porcelets qui font entre 8 et 30-35 kg. Alors, pour commencer sur le premier applicatif. Alors, ce projet-là, c'est un projet qui a été conduit dans le cadre d'une étude de CASDAR-RT, recherche et technologie. Et l'objectif, c'était d'avoir une pesée fiable, sans contention, des animaux, notamment des porcs charcutiers, à la fois pour le pilotage de l'exploitation, notamment, par exemple, adapter le plan de rationnement, mais aussi pour prévoir le départ des porcs charcutiers, parce qu'au vu de la grille de paiement qui est pratiquée en production porcine, on a besoin de faire partir les animaux à l'abattoir dans une gamme de poids très précise. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'était de se dire, on va faire circuler donc, des cochons au sein d'un portique. Donc là, vous pouvez voir le portique vue du ciel qui fait donc 1,73 de large sur 3,25 de long, qu'on peut venir positionner au sein d'un couloir de bâtiment et dans lequel on va venir positionner des caméras. Alors, les caméras, je vous les présente, elles sont positionnées par les points rouges que vous voyez ici. Donc, c'est-à-dire une caméra dans chacun des 4 angles du portique et une caméra donc vue du dessus. Et grâce à ces caméras, on obtenait 3 types d'informations. Donc, la photo qui est juste ici, c'est une photo classique qu'on pourrait avoir avec un appareil photo. La photo qu'on a juste ici, c'est une photo donc infrarouge. Et ensuite, la photo qu'on a au milieu, c'est ce qu'on appelle une carte de profondeur. Alors là, avec l'œil humain, entre guillemets, on arrive à distinguer à peu près une dizaine, une quinzaine de variances de gris sur cette image. Il
faut savoir qu'avec les technologies d'analyse d'image par ordinateur, en fait, un ordinateur il est capable d'observer presque une centaine de nuances de gris donc différentes. Et chaque nuance de gris va correspondre à une distance bien précise entre l'objet qui est sous le portique et la caméra. Et donc, à partir de cette information de carte de profondeur et de la distance qui sépare la caméra de chacun des points, en fait, on va être en mesure de venir repositionner chacun des points dans un espace. Donc, bien sûr, comme le disait Yannick, il va y avoir du travail pour venir détourer l'animal, pour uniquement avoir la silhouette de l'animal et pas l'environnement proche autour des animaux. Mais finalement, quand on vient récupérer ces cartes de profondeur, voilà l'applicatif que l'on peut obtenir derrière. Alors en fait, sur la base de ce portique-là, on est venu faire passer différents types d'animaux. Donc il y avait des animaux de 10 kg, des animaux de 30 kg, de 70 kg et de 110 kg. Et voilà les erreurs de prédiction que l'on a obtenues sur la détermination du poids des animaux à partir du volume qui vous est présenté ici. Alors ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que bien sûr, nous on mesure un volume et ce volume-là, on a besoin de venir lui appliquer une densité et c'est quand on a la densité de l'animal et son volume qu'on arrive à retrouver le poids de l'animal concerné. Et globalement, dans les erreurs de prédiction que l'on obtenait pour ces différents types d'animaux, on était autour de moins de 5% d'imprécision, sachant qu'il faut savoir qu'un éleveur qui a un œil aguerri et qui a l'habitude d'être au contact de ces animaux, il arrive à peu près à évaluer le poids de son animal avec une précision de 95% ou une incertitude de 5%. Donc là, justement, on arrivait à avoir quelque chose qui était, entre guillemets, un peu plus performant que ce qu'un éleveur moyen est capable de faire dans son élevage. Alors, le point sur lequel je tiens à insister, c'est que ce que je vous ai présenté là, c'était uniquement une preuve de concept. Dans le sens où, avant d'arriver à un produit qui puisse être commercialisé et installable dans un élevage, il y avait encore beaucoup de freins à lever. Et je pense notamment à la miniaturisation du dispositif. Donc là, on avait un portique qui était quand même relativement imposant, qui utilisait également 5 caméras. Donc l'idéal, c'est de venir miniaturiser ce dispositif-là en utilisant moins de caméras. Le deuxième point, c'est la robustesse des résultats. Les résultats que je vous ai présentés ici, ils n'ont été réalisés que sur la station de Romillet et sur uniquement une centaine d'animaux. L'idée, c'est bien sûr d'essayer de multiplier le nombre d'animaux passés dans le portique, mais également de venir multiplier le nombre d'élevages avec lesquels on pourrait collecter de la donnée. Et enfin, l'idéal, entre guillemets, c'est pour libérer du temps aux éleveurs, c'est d'avoir quelque chose qui soit directement embarqué dans la salle et non pas quelque chose qui est embarqué dans le couloir et dans lequel l'éleveur va devoir venir faire circuler ces animaux. Donc, il faut savoir que ce que je vous présente sur ce projet Casdar, c'est un projet qui date d'il y a déjà 4-5 ans. Et au vu de toute l'effervescence qui circule à l'heure actuelle autour de l'imagerie en production porcine, en fait, il faut savoir qu'il y a déjà des applicatifs commerciaux qui existent à l'heure actuelle. Et là, je vous en présente un exemple. La caméra elle est matérialisée par le petit rectangle bleu que vous voyez ici. Et en fait, on va avoir un cochon qui va circuler au sein de ce qu'on appelle une station de tri. Son poids va être déterminé par la caméra qui est positionnée juste au-dessus. Et en fonction du poids de l'animal, le cochon va être orienté soit vers une zone d'alimentation, soit vers une deuxième zone d'alimentation, chaque zone d'alimentation ayant un aliment spécifique selon le poids de l'animal. Donc ça, c'était pour le premier applicatif. Ensuite, le deuxième applicatif, c'est une étude comportementale du niveau d'activité des animaux en vue de faire de la détection précoce de pathologies. Donc là, vous avez une vue du ciel, vue du plafond, d'une case de post-sevrage à la station de Romillet. Donc ça, cette étude-là a été faite en partenariat avec la société Romain, qui est une société canadienne. Alors, le premier objectif, c'était d'être en mesure d'isoler l'animal du reste de sa case. Donc, en gros, grossièrement, à quoi ça peut correspondre ? Ça correspond à venir détourer la silhouette de la totalité de mes cochons, de telle sorte que j'arrive à distinguer qu'est-ce qui est du décor et qu'est-ce qui est un animal. Une fois que cette première étape a été réalisée, l'objectif, c'était de venir identifier individuellement chaque animal. Et en fait, ça correspond à venir positionner le barycentre de chacune des silhouettes présentes sur l'image afin donc d'avoir autant de points rouges que d'animaux présents au sein de la case. Donc, vous voyez, c'est ce qui a été fait ici. Ensuite, quand on a fait ça, on repositionne les animaux dans leur contexte, maintenant qu'on a les animaux qui ont été identifiés, et on va venir créer ce qu'on appelle des lignes virtuelles. Alors, des lignes virtuelles, c'est des tracés, alors qui à l'heure actuelle sont encore faits à la main dans le cadre de notre étude,
où en fait on va avoir par exemple cette zone-là qui correspond à la zone de ressources dans laquelle on a les abreuvoirs, dans laquelle on a l'aliment et dans laquelle on a donc les jouets ou matériaux manipulables. Donc c'est la zone en vert qui est ici. On va avoir la zone de défécation qui est matérialisée en rouge ici, et il s'avère que pour ces cochons-là, c'était donc au fond donc, de la case, donc dans un angle. Et tout le reste de la case va être considéré comme la zone de repos ou de circulation donc des cochons. Une fois que l'on a ça, qu'on a ces fameuses lignes virtuelles, on va venir positionner un axe X et un axe Y sur notre photo. Et en fait, on va venir positionner la position donc, de chaque cochon, donc chaque point rouge, sur ces axes X et Y toutes les 10 secondes. De telle sorte que l'on arrive à identifier le nombre d'individus que l'on a par zone sur un pas de temps donc de 10 secondes. Et en fait, ce que l'on observe, donc en parallèle de cette étude-là, de suivi donc des images, on avait un suivi de l'état de santé donc des animaux individuels, de telle sorte de savoir si les animaux, jour par jour, étaient avec l'apparition de symptômes cliniques, donc malades, ou étaient donc sains. Et en fait, ce qu'on a obtenu, alors déjà, le premier point, c'est le taux de détection donc, des animaux. En fait, on était proche donc, de 80%, ce qui est déjà, entre guillemets, très réjouissant, dans le sens où cette étude-là, ce que je vous présente ici, c'est une étude qui a été conduite cet été. Donc, on est vraiment sur des résultats très, très frais, entre guillemets. Et alors, pourquoi il nous manque, entre guillemets, les fameux 20% de détection? Ça correspond au comportement grégaire des animaux qui vont avoir tendance à se coucher les uns à côté des autres, ce qui fait que pour distinguer donc, des silhouettes dans un tas, entre guillemets, d'animaux couchés, c'est beaucoup moins facile que quand on a des animaux dispersés dans la case, comme vous pouvez le voir sur ce dispositif-là. Et en fait, ce qu'on a observé donc c'est des résultats que sur une bande, donc forcément, c'est à prendre avec précaution. Mais ce qu'on a observé, ce qu'on a observé, c'est que les animaux malades avaient tendance à passer plus de temps dans les zones de repos et moins de temps dans les zones de défécation. Alors globalement, les maladies qu'on essaye d'observer, sur lesquelles on est particulièrement vigilant en post-sevrage, c'est les diarrhées. Et en fait, la façon dont on l'a interprété donc pour le moment, c'est qu'un animal qui est diarrhéique ne va pas pouvoir forcément prendre le temps de circuler jusqu'à la zone de défécation pour déféquer. Et globalement, il va déféquer entre guillemets à l'endroit où l'envie donc lui prend. Alors que s'il était donc animal sain, globalement, les animaux vont avoir tendance à se déplacer dans la zone de défécation pour venir déféquer donc dans la zone rouge que je vous présente sur cette slide-là. Donc, c'est quelque chose, donc on a encore 2 essais qui sont encore à éplucher pour venir étayer cette analyse-là, mais c'est les premières hypothèses que l'on a donc pour le moment. Alors justement, là pour le moment, je vous ai présenté que 2 applicatifs donc, qui ont été conduits sur la station de Romilly. Il faut savoir qu'en fait, il y a déjà un certain nombre d'applicatifs qui existent dans des élevages commerciaux. Donc, je vous ai présenté la pesée donc, des animaux. Il y a également, par exemple, la détection donc, des chaleurs. Donc, en verraterie à Tansaï, on a la possibilité avec des caméras de suivre le niveau d'activité des truies. Et selon le pic d'activité que l'on va pouvoir observer, on va pouvoir en fait venir inséminer les truies au bon moment. Donc ça, c'est un premier applicatif commercial qui existe déjà à l'heure actuelle. Un deuxième applicatif, c'est le comptage donc, de porcs. En fait, quand on fait circuler des porcs, notamment par exemple d'un bloc naissage vers le post-sevrage ou d'un engraissement vers le quai d'embarquement, on va avoir la possibilité de venir compter les animaux qui circulent d'une zone à une autre pour essayer de rendre la vie un peu plus facile donc, pour l'éleveur. Donc ça, c'est également un applicatif qui existe donc déjà. Avec le potentiel de l'imagerie, si on essaie de voir un peu plus loin, on peut se dire qu'assez facilement, on peut se retrouver avec des applicatifs à l'avenir qui permettraient donc de suivre les troubles comportementaux des animaux. C'est-à-dire sur une case vue du ciel comme on le voit là, on pourrait venir détourer donc les silhouettes, on pourrait venir identifier via les petites étoiles que je vous présente ici le museau des animaux, et à partir du museau des animaux, savoir si on a des interactions plutôt groin-groin, plutôt queue-queue ou des interactions queue-groin. Et selon la quantité d'interactions queue-groin que l'on peut avoir, en fait, ça peut être un signe annonciateur d'un trouble comportemental qui est en train d'arriver donc, auprès des cochons, où en gros, ils vont avoir tendance à venir grignoter la queue donc, des cochons. Et donc, c'est un trouble comportemental qu'on peut observer donc, en porcherie. Donc ça pourrait être un premier applicatif, donc qui n'existe pas encore à l'heure actuelle. Un deuxième applicatif, ça pourrait être le suivi du déroulement donc, des mises bas. C'est-à-dire avoir la possibilité donc, de savoir, voilà, j'ai un porcelet qui est né à 13h52, le suivant est né 3 minutes plus tard, le suivant est né 5 minutes plus tard, et selon finalement le déroulement de la mise bas, on sait si la mise bas se passe correctement ou si au contraire, il y a besoin de venir intervenir et de venir aider la truie dans la mise bas qui est en cours. Donc globalement, tous les applicatifs que je vous montre là, l'idée c'est d'avoir des systèmes d'alerte et de pilotage en temps réel donc pour l'éleveur, donc de gagner en réactivité et d'être en mesure d'intervenir au bon moment, au bon endroit, au sein donc, de son élevage. Par contre, un point qui est très très important quand on parle donc, de l'imagerie, je pense quelle que soit la production animale concernée, il faut bien avoir en tête que la caméra ne remplacera jamais l'œil humain.
Et globalement, on aura beau avoir des systèmes de traitement d'images aussi performants que possible, avec des ordinateurs aussi performants que possible, il faut bien avoir en tête que c'est bien l'éleveur qui est au centre de son élevage. Et le seul intérêt que la caméra va pouvoir avoir, c'est de focaliser l'attention de l'éleveur sur les points d'intérêt, en lui disant, si tu dois commencer ta journée donc aujourd'hui, commence en allant voir tes post-sevrage, parce qu'on a observé probablement l'apparition de premiers troubles comportementaux. Commence par aller en maternité, parce qu'on a probablement observé une mise bas qui se passe mal, de telle sorte que l'éleveur commence sa journée en allant voir ses points, entre guillemets, peut-être à vérifier, plutôt que de commencer sa journée comme il en a l'habitude et d'arriver en post-sevrage et en maternité, potentiellement un peu trop tard. Et ben, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Sébastien Marie pour la présentation suivante. Merci beaucoup, Yvonique, très clair et très intéressant. Pour terminer, effectivement, c'est Sébastien Marie qui va nous parler des applications et des implications dans la formation à partir de deux exemples qui sont deux exemples de lycée agricole. Donc, merci Sébastien. Tu es en mode diaporama, tout va bien, tu as la parole. Bonjour. Oui, donc moi je vais vous présenter un petit peu l'application que nous on en fait dans nos établissements scolaires. Donc je vais parler pour deux établissements. Donc j'ai Claude Lervé, collègue et ami qui, hélas, ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc au lycée de Pommier dans les Côtes d'Armor et moi au niveau du lycée La Touche dans le Morbihan. Donc je vous fais une présentation assez rapide de nos établissements, des formations que nous proposons et juste concrètement comment on utilise ces différentes technologies. Donc, le lycée de Pommery comme le lycée de La Touche, on est sur des fermes de lycée avec des bovins laits et des porcs. Donc, environ 70 hectares et puis du traitement bio sur les lisiers au niveau de Pommery. Les deux lycées possèdent des robots de traite de couleurs différentes. Herb Navigator en utilisation sur le lycée de Pommery pour gérer les données. Pour compléter sur le lycée La Touche, on a également un atelier en volaille, donc tente de la dinde, sur des systèmes classiques bâtiments et puis autrement fermières avec des parcours, un élevage allaitant et puis des cultures plein champ, notamment avec du légume. On a également une unité de méthanisation. En complément de ces ateliers-là, on a également un DAC dans une salle en porcherie. On a une salle de traite tandem en plus de notre robot, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et puis en robotique, on a deux robots Lely, un concernant les repousses de lisier, comme ça a été présenté par Yannick tout à l'heure, et un Juno pour le fourrage. Alors les formations agricoles, je vais très rapidement, que nous présentons sur les lycées, ça va du CAP jusqu'aux licences. Donc là, je vous ai mis les formations purement agricoles qui peuvent être amenées justement à utiliser les fermes des exploitations. Les exploitations dans les lycées, donc, elles viennent en complément des cours que l'on peut faire, des visites techniques qu'on va y associer, également les conférences auxquelles on participe. Et ce sont avant tout des supports de TP et de TD. Et on va utiliser ça avec différentes vues. La première, c'est de présenter les outils et leur utilisation. Concrètement, on va sur un robot de traite avec un groupe d'élèves, on leur explique comment on peut utiliser qu'est-ce qu'on a comme données accessibles sur l'ordinateur, quelles sont les données qu'on peut paramétrer au niveau du robot. Et on a toujours l'objectif de bien faire le lien entre l'information collectée et l'observation de l'utilisation qu'on peut en faire. C'est primordial, on n'est pas à collecter de la data pour uniquement collecter de l'information. L'objectif est bien d'en avoir une utilisation, de leur montrer laquelle. Pour les élèves les plus âgés, notamment en BTS, ça nous permet également de leur montrer ce qu'est une démarche scientifique, de leur expliquer qu'à partir de données collectées, on peut avoir une interprétation technique de ce qui se passe ou une interprétation physiologique de ce qui se passe sur l'animal. Alors, je vous ai pris quelques exemples, il y en aurait bien d'autres, mais c'est ceux qui me semblaient assez simples à présenter. On a parlé de DAC, alors que ce soit tant pour du bovin ou du porcin, qui sont généralement liés avec des systèmes de pesée. On peut également prendre la quantité de lait. Tous ces indicateurs-là qu'on va collecter nous permettent de faire un lien direct avec nos élèves sur des notions de croissance et sur l'alimentation. Observer qu'une vache, suite à sa mise en production dans son début de lactation, elle perd du poids, on le constate à travers des données chiffrées, on peut voir que sur l'alimentation, on a peut-être à travailler. Et ça va être un indicateur justement pour surveiller ces animaux.
Autre exemple, j'ai un élève en BTS qui a fait son stage sur une exploitation possédant un robot de traite. Donc, il essaie vraiment d'analyser la fréquence de traite des animaux en fonction des pâtures qui sont utilisées pour bien faire le lien sur est-ce que le choix d'une espèce variétale ou la disposition des parcelles peut influer sur la fréquence de traite des animaux. Donc là encore, la collecte d'informations permet d'analyser l'effet technique. Les tests hormonaux qui peuvent être faits sur le lait, l'utilisation de podomètres ou de colliers nous indiquent les déplacements des animaux et donc l'effet reproduction. Donc concrètement, j'observe sur le robot qu'un animal a une activité importante, je vais dans le troupeau avec les élèves observer d'autres signes annonciateurs que l'animal est en chaleur, comme par exemple le chevauchement. La baisse de production également, on pourra la coupler. Sur la qualité du lait, on a également la possibilité de recueillir énormément de données. Ça peut nous donner des informations sur l'état de santé. Et là encore, on va aller observer l'animal et se dire, tiens, il y a peut-être un souci en termes d'hygiène au niveau de la mamelle qui pourrait expliquer une augmentation importante des germes ou des leucocytes. Et enfin, je l'ai mis entre parenthèses parce que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise, mais Yannick en a parlé, c'est l'imagerie. Le fait de pouvoir noter des notes d'état corporel nous indique peut-être un souci d'alimentation, un souci de santé pour un animal. Ce serait un plus que de pouvoir le noter et derrière aller l'observer. J'ai fait un dernier petit point pour rappeler que c'est vrai que nous, en tant que lycée, pour les élèves, on est quand même perçu comme un lieu d'apprentissage. C'est vrai qu'on a espoir que nos élèves suivent des webinaires, aillent collecter de l'information dans des magazines ou autres, mais on sait qu'on a quand même ce rôle important que de les amener vers des connaissances techniques et vers les nouvelles technologies, l'imagerie, etc. Et on est là aussi pour des fois vulgariser un petit peu l'information qui leur paraît peut-être trop scientifique, de leur expliquer concrètement comment elle peut être utilisée. Globalement, sur tous ces outils technologiques, on va dire, il y a une vraie adhésion des élèves parce que voilà, ils sont curieux, on est sur des nouvelles technologies et quelque part, pour eux, c'est aussi amener une autre image du monde agricole pour lequel des fois ils souffrent un petit peu de l'agribashing qui peut être fait à leur rencontre dans leur futur métier. Dernier point et pas des moindres, c'est l'importance du concret. Je rebondis sur ce que disait Evonik tout à l'heure, l'importance de l'œil humain. Il est clair que les informations qu'on peut collecter, elles viennent pour alerter l'éleveur, elles doivent être là pour venir compléter une observation qui est derrière. Toujours expliquer à nos jeunes qu'on peut pas uniquement, on peut se baser après expérience sur des données recueillies, mais ça n'empêche pas l'éleveur d'observer. C'est un indicateur. Dans le même ordre d'idée, sur le lycée, oui, on a un robot, mais on a également une salle de traite parce que les élèves, il faut qu'ils aient compris comment fonctionne une vache pour bien interpréter les données qu'ils vont collecter. Et enfin, le dernier point que je voulais souligner, c'est la maîtrise de l'utilisation. Donc, à nous de pouvoir former ces jeunes et donner du sens aux nouvelles technologies et aux données qu'on va collecter. On est là pour certes faire avancer les connaissances, mais derrière, c'est comment ça me permet de mieux produire en termes de qualité et de quantité et de bien-être animal. Voilà les éléments que je voulais vous apporter un petit peu sur un regard un petit peu utilisation dans les lycées. Merci beaucoup Sébastien, très intéressant, très complémentaire vos présentations. Donc on peut maintenant passer aux différentes questions qui ont été posées par les participants. Alors, je vais commencer par une question qui peut vous concerner tous les trois. C'est sur l'intérêt finalement, si on prend l'exemple de la pesée, est-ce qu'il y a un intérêt de la caméra 3D pour déterminer le poids plutôt que les dispositifs d'autopesée? Alors moi, je vais avancer. Moi, je vais donner mon point de vue. La caméra aujourd'hui, c'est un dispositif. C'est pas très cher. Les caméras qu'on utilise, elles sont le prix est à 120, 150 euros, la caméra. Donc, même si on en met plusieurs, ça n'est pas très cher. Ça ne dévie pas dans le temps, à la différence des fois de la bascule qui a tendance à se dérégler. Et puis, surtout, on ne manipule pas l'animal. Et ça, nous, on a l'application ici pour les vaches laitières. En Suisse, ils font passer des taurillons
Et Corillon dans le portique, donc là, il faut les apprivoiser un tout petit peu parce qu'on est sur un dispositif mobile. Mais demain, lorsqu'on passera dans une technologie, on va dire one-shot, où on ne touche plus l'animal, eh bien, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup moins, ça sera moins dangereux. Et si Yvonique pourra me compléter, mais par exemple, dans un élevage porcin, si vous voulez un jour peser le verra, ne pas toucher le verra, qui est quand même un animal aussi imposant, avec ses 300 kilos, qui est parfois un peu agressif, je pense que c'est un vrai plus au niveau qualité et surtout sécurité dans les élevages. Okay. Bon, effectivement, pour la production porcine, si je peux compléter, les deux autres intérêts que je vois à la caméra, c'est que déjà, le système d'autopesée ne va pas être adapté à tous les systèmes de logement. Je pense notamment, par exemple, si je suis en truie gestante, avec l'installation d'un DAC, c'est assez facile à la sortie du DAC de venir positionner un système d'autopesée. Et là, effectivement, les truies vont être pesées en automatique, de manière sans souci, sans contention particulière. Par contre, si je suis en petite loge de 6 truies, ce qui est quand même assez courant aussi, entre 6 et 10 truies sur le terrain, là, pour le coup, je ne peux pas me permettre, au vu de l'investissement, de venir investir dans un système d'autopesée pour chacun des groupes de 6 truies que j'ai dans mon élevage. Alors qu'effectivement, quand j'ai un DAC avec 200 truies sur un système de pesée, je peux un peu plus facilement me permettre d'investir dans un système d'autopesée un peu plus onéreux. C'est le premier point. Et le deuxième point, ça va être le système d'autopesée. Il faut avoir en tête qu'il ne délivre qu'une seule information, c'est le poids. Comme je vous l'ai présenté juste avant, et Yannick l'a bien présenté aussi, en fait, la caméra, on peut lui donner plein d'applicatifs différents. Donc, effectivement, avec une seule caméra positionnée au-dessus des animaux, potentiellement, on peut venir récupérer le poids, mais aussi des études comportementales, des données de morphologie, etc. Chose qu'on ne pourrait pas avoir avec un système de pesée. Voilà. Merci. Alors, il y a plusieurs questions autour des paramètres que vous estimez à partir des images 3D. Et donc, alors vous avez en partie répondu, je crois, mais il y a une question de El Jabri. Quels sont les paramètres que vous estimez à partir des images 3D? Il me semble que vous avez déjà un peu parlé de ça, mais aussi sur la comparaison entre la note de l'état corporel par un opérateur et par l'image 3D, en comparant par exemple avec le système de Laval. Est-ce que le fait de ne faire que sur l'arrière ne biaise pas la note? Alors, on a testé le dispositif sur la vache, note d'état corporel. Donc, c'est publié au 3R pour le premier dispositif. La note est beaucoup plus répétable et reproductible pour la machine par rapport à nos notateurs. La notation, elle est effectuée chez nous par 3 personnes différentes qui recalibrent leur notation régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est ils le font tous les mois, tout le troupeau, 150 vaches, et quand ils ont commencé à faire les mesures que ça ne va pas entre eux, eh bien, ils recalent leur méthode. La machine, elle, aujourd'hui, on a utilisé des approches par ACP, donc on savait ce qu'on cherchait, mais le dispositif aujourd'hui qu'on est en train de développer, ça va être du machine learning, parce qu'on va passer aussi à haut débit, et on peut faire la note d'état corporel parce que nous, on s'est focalisé uniquement sur ce point-là, mais à partir de l'image globale de l'animal, il y a peut-être demain des nouveaux indicateurs. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des surfaces. Ça peut être la surface totale, la surface partielle, le volume. Mais on a, par exemple, un indicateur qu'on n'avait jamais pu mesurer jusqu'à présent, qui va être la longueur diagonale de la pointe de la fesse jusqu'à l'épaule. Et on s'aperçoit que finalement, c'est un indicateur qui sort dans pas mal de nos modèles, qui pourrait être intéressant. L'imagerie nous permet aujourd'hui d'aller chercher ces nouveaux indicateurs. Sur l'animal entier au départ, on va pouvoir focaliser sur différentes zones. Pour demain, quand on va l'appliquer peut-être sur le terrain, ça sera simplement une caméra qui prendra une photo en 3D d'une partie de l'animal à un endroit très bien précis, puis on va pouvoir faire un proxy par rapport à ce qu'on va chercher à côté. Donc oui, c'est très prometteur, mais il y a encore, on n'en est pas là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors après, il y a une série de questions autour de la donnée, évidemment, la sécurisation des données, l'usage des données, et donc une question de Jean-Jacques Beauchamp, plutôt à destination de Sébastien, sur est-ce que dans les formations, vous présentez et vous parlez de cette histoire de données sur la collecte, la fiabilisation, la confiance, la sensibilité? Est-ce que c'est des choses dont vous parlez à vos élèves et étudiants? Et peut-être pour Yvonique sur les solutions de stockage, où est-ce que vos données sont hébergées, est-ce qu'il y a une sécurisation? Pour répondre à la question là, de comment sont collectées les données, alors pas vraiment, on est plutôt à
sur les classes, on va dire, avant le bac, sur vraiment l'utilisation de la donnée, comment vraiment on la transpose sur le terrain. Pour des BTS, on va leur expliquer oui, le concept et comment la donnée est collectée, mais je pense qu'on serait plus adapté dans des contenus de formation de classes autres que production, je pense. Ouais, BTS, agroéquipement ou ingénieur. Ouais. Yvonique, sur les solutions d'hébergement? Alors, sur les solutions d'hébergement, dans la façon dont nous, on a travaillé donc à l'IFIP, en fait, les tests que j'ai évoqués ici ont été faits sur notre station expérimentale. Donc, entre guillemets, c'est notre réseau. On vient sauvegarder les données sur des disques durs externes qui sont notre propriété. Donc, entre guillemets, vu qu'on en était qu'à l'étape de la preuve de concept, c'est-à-dire déjà savoir est-ce que ça marche, et qu'on a testé ça sur notre station, on ne s'est pas vraiment posé ces questions-là pour les projets qu'on a menés. Par contre, je suis complètement d'accord que si on dépasse l'étape preuve de concept, qu'on part sur de l'industrialisation et que tout ça arrive derrière donc en élevage, il faut avoir en tête que l'imagerie, ça génère énormément de données et donc il faut forcément avoir donc des dispositifs pour venir stocker tout ça. Après, pour être tout à fait honnête, nous, dans le cadre de ce projet-là, vu qu'on voulait juste se rendre compte déjà si ça marchait ou pas, c'est des questions qu'on ne s'est pas posées. Donc, dans la suite, il y a des questions sur les offres commerciales. Donc, est-ce qu'il existe déjà des offres commerciales de certaines entreprises, à la fois start-up ou à l'inverse multinationales, pour collecte, stockage, valorisation des données et du coup, qui entraînerait des discussions avec la propriété des données? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, oui, ça existe parce que nous, on travaille aussi avec l'entreprise avec qui on travaille peut collecter les données, les stocker chez elle, elle a ses propres serveurs. On travaille plutôt aussi sur d'autres, on essaye de mettre en place maintenant des projets sur le type de données qu'on va collecter. C'est-à-dire qu'une des idées, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, prenez de Laval ou des entreprises, on prend la donnée, on la collecte dans un data center, on l'analyse et on la ramène aussi à l'élevage. Une des idées demain, c'est que ces données-là, au lieu de les amener au data center, on descende dans les élevages. Alors, c'est encore un autre débat. On fait l'analyse au niveau des ordinateurs de chaque élevage et on ne pourrait collecter que des informations quelque part compilées. Donc, une masse de stockage beaucoup moins importante en faisant travailler les ordinateurs qui sont déjà en place dans les structures. Donc, ça, c'est des projets qui sont un peu développés dans l'industrie. On n'en a pas, je n'ai pas trop d'exemples encore en tête dans le monde agricole, mais je sais que dans l'industrie, ça se fait. Et puis aussi, pour diminuer les volumes de stockage, là, quand on fait une image 3D, on a beaucoup de données, on a beaucoup de points avec 3 dimensions. L'idée, peut-être demain, c'est de réduire cette information, non plus en donnant des points, une valeur pour chaque point, mais peut-être une sorte de valeur dédiée par rapport à une image type. C'est la déformation par rapport à une image type. C'est encore une autre approche qu'on essaie de développer. On en est au balbutiement, mais on espère aussi à la fois donc, diminuer la quantité d'informations qu'on aurait à stocker et peut-être la faire travailler différemment. Mais les outils de collecte, les data centers sont aujourd'hui extrêmement décriés parce que c'est très consommateur d'énergie et les chiffres s'envolent littéralement puisqu'il faut faire fonctionner tous les ordinateurs dans des conditions climatiques bien maîtrisées. Donc, il y a de la clim. Et on sait qu'on arrive là aussi devant un problème majeur par rapport à tout ça. Il y a ensuite 2 questions autour de l'intérêt pour les éleveurs ou pour des types d'élevage plus ou moins importants. Par exemple, est-ce qu'il faut une certaine taille d'élevage? Est-ce que les agriculteurs bio sont autant intéressés que les conventionnels? Et puis, comment ça fait évoluer le métier d'éleveur? Il me semble que vous en avez un peu parlé tout à l'heure, que le rôle et l'œil de l'éleveur restent essentiels. Mais est-ce que vous voyez, du coup, dans vos différentes sphères, comment peut évoluer le métier d'éleveur avec l'usage de l'imagerie 3D? Je ne sais pas qui veut répondre. Sébastien, peut-être? Oui, je ne vais pas forcément répondre, mais je vais donner l'exemple de ce qu'on a vu en robot. Il y a quelques années, on aurait dit voilà, une installation sur 2 se ferait en robot. On aurait dit oh non, on ferait les vaches avec des salles de traite et pas autrement. Peut-être que c'est cette imagerie qu'aujourd'hui un petit peu qui débute, hein, comme ça a été dit, on va peut-être trouver des critères de mesure qui nous apporteront une vraie information fiable qui derrière sera un indicateur utilisable. Donc, et on va avoir de la miniaturisation, on voit qu'on a une vraie évolution dans le matériel. Donc,
aujourd'hui, c'est le début. On a vraiment une avancée scientifique là-dessus. Et après, on en aura une utilisation technique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Yvonique? Oui, un peu en lien avec ça, je dirais qu'effectivement, il y a quand même un transfert de tâches ou de façon de travailler à avoir en tête quand on investit dans l'imagerie. C'est-à-dire qu'effectivement, on va gagner du temps sur certaines tâches parce que la caméra va nous dire bah, globalement RAS dans cette salle-là, donc fais ta surveillance classique, mais pas besoin d'y passer un peu plus de temps. Par contre, dans cette salle-là, on a observé donc un problème, donc passe-y donc un peu plus de temps. Et donc un éleveur qui n'aurait pas le système d'imagerie bah, aurait l'habitude de passer à peu près le même temps dans toutes ces salles et potentiellement de passer à côté d'une information. Là, on va venir focaliser son attention à un endroit bien précis. Par contre, donc ça, c'est le premier transfert de tâches ou de façon de travailler que l'on peut observer. Un autre transfert de tâches, et ça, je vais revenir sur ce que Sébastien présentait un petit peu, qui était inculqué justement aux étudiants. Faut bien avoir en tête que quand on investit dans de l'imagerie, ce n'est pas tout à fait le même boulot non plus. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir quelques connaissances d'informatique, de numérique, pour pouvoir s'approprier ces éléments-là. En gros, l'image qu'on prend souvent, c'est que ça ne sert à rien d'avoir une Formule 1 si on n'a pas le permis de conduire et qu'on ne sait pas la conduire correctement. Et là, c'est à peu près la même chose. Si on investit dans de l'imagerie, derrière, il faut avoir la capacité de se former sur la thématique pour être en mesure d'en extraire toutes les informations qu'elle est capable de nous extraire. Donc ça, c'est le deuxième point que je vois. Et enfin, le troisième point que je vois, c'est que ce soit l'imagerie ou l'automatisme en règle générale, il faut mettre ça dans la main d'éleveurs qui sont un petit peu débrouillards, c'est-à-dire qui ont le sens du bricolage, dans le sens où il va quand même y avoir du SAV un peu plus fréquent à faire. Alors, ça peut être beaucoup plus fréquent si, entre guillemets, on est sur des technologies encore pas suffisamment matures, mais même sur des systèmes, entre guillemets, qui sont matures et qui sont commercialisés à l'heure actuelle, dès qu'on va avoir de l'automatisme, du perfectionnement, des vérins, etc., automatiquement, on va avoir donc de l'usure et des choses donc à changer. Et le problème d'un automate, c'est que quand tout l'élevage est axé autour d'un automate et que cet automate ne fonctionne plus, ça fait beaucoup de problèmes à gérer en même temps dans son élevage. D'où l'idée de venir mettre du SAV régulièrement, de faire de la maintenance de matériel, etc. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas forcément ça en tête et qui se laisse un peu piloter, on va dire, par son automate, le risque, c'est que tant que tout va bien, effectivement, son élevage fonctionne comme il faut. Et le jour où il y a un problème sur l'automate et que le SAV met peut-être un petit peu de temps à arriver, et là, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont générés d'un coup, alors que d'habitude, on aurait tendance à venir échelonner les problèmes dans un élevage lambda sur une période un peu plus étalée. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Donc, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ce sont des outils qui s'intègrent dans un système en fonction du goût, de la capacité de l'éleveur, on pourrait dire comme pour les robots, il y a des éleveurs qui sont attirés et qui vont les utiliser. Et après, ce n'est pas systématiquement parce qu'on est une grande exploitation ou parce qu'on est en système conventionnel que ça va être utilisé. Des bio peuvent être autant intéressés que des conventionnels sur ce type de technologie. Et justement, le point autour de ça, c'est qu'il faut être attiré par l'intérêt zootechnique de cet automate et pas être attiré uniquement par le côté numérique et nouveau de la chose. Ça, c'est un point qui est important aussi. Yannick? Oui, un point juste pour terminer là, sur ce point-là. Il faut aussi imaginer que certains cahiers des charges ne sont pas compatibles avec toutes ces technologies. Le robot de traite, par exemple, et la production de comté dans la OP, il est interdit. Donc, il y a aussi d'autres aspects qui vont rentrer en compte. Et puis, est-ce que c'est utilisé pour les gros, les petits, les orientations? Je dirais que c'était un peu comme le téléphone portable. Si on nous avait dit il y a 10 ans l'essor du téléphone portable, même dans certaines parties du monde, je sais qu'elles ont révolutionné aussi des pratiques d'élevage, de petits éleveurs dans certains villages d'Afrique qui peuvent, avec le téléphone portable, savoir si finalement leurs acheteurs vont être là le jour du marché, etc. Alors qu'on ne voyait pas ce genre d'application. Donc, on ne connaît pas, à mon avis, encore toutes les applications qu'on pourra avoir. On est au début et le progrès technique va tellement vite que dans 5 ans, peut-être qu'on sera complètement dépassé, c'est ce qu'on a dit. Et du coup, dans les métiers de conseil, vous voyez des services numériques qui se développent dans les métiers de conseil ou pas? Yvonique, peut-être Alors, effectivement, c'est en plein boom. Après, pour le moment, je pense qu'on n'en est qu'au démarrage et qu'il y a beaucoup d'offres qui sont en train de sortir à l'heure actuelle. Et forcément, au fur et à mesure que le temps va passer, entre guillemets, les meilleures offres numériques vont perdurer dans le temps. Et d'autres, entre guillemets, la loi du marché va faire qu'elles ne vont pas forcément rester sur le marché.
Donc, c'est difficile de répondre précisément à cette question, dans le sens où on n'en est vraiment qu'au balbutiement du numérique et de l'analyse d'image. Et en gros, c'est les 4-5 ans à venir qui vont vraiment nous permettre de prendre un tournant, un virage ou un autre. Merci. Et il est l'heure. Il y avait une question de Muriel Bonnet, mais je propose que Yannick réponde en direct sur les analyses prévues pour la 11e côte, parce que c'est une discussion, je pense, entre chercheurs. Donc, Yannick, tu pourras répondre en direct, tu auras les questions et le mail. Et il est 14 heures. Nous avons l'habitude de terminer à l'heure parce que nous sommes dans une journée de travail et les webinaires ne doivent pas prendre toute la journée. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine et un grand merci à nos intervenants qui ont fait un exposé de grande qualité. Merci à tous et à très bientôt. La semaine prochaine, on reviendra sur la thématique agroécologie. On parlera des bandes enherbées. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Merci à tous, au revoir.